Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Comment devenir PNC. Aujourd'hui, épisode numéro 2, deuxième partie de l'épisode consacré aux questions que vous allez certainement avoir le jour des recrutements et plus précisément lors de l'interview finale, le one-to-one face aux recruteurs. Dans l'épisode précédent, je vous avais proposé 5 questions ainsi que 5 axes de réponse à chaque fois concernant les questions. Et aujourd'hui, je vous propose de passer à 5 autres questions et forcément les réponses qui vont avec. Avant de rentrer plus en détail sur les 5 dernières questions de cet épisode spécial lié au recrutement, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès à présent. Et si tu veux m'aider à faire continuer, m'aider à faire grandir la chaîne et à me remercier pour tout ça, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air. Cela m'aide énormément à faire grandir la chaîne et à faire grandir la communauté. Également, n'hésite pas à rejoindre la newsletter. Je te rappelle que lorsque tu rejoins ma newsletter qui t'informe une fois tous les 15 jours des prochains épisodes, tu reçois par la même occasion un e-book gratuit dans lequel je t'explique comment faire ton CV d'hôtesse de l'air et de steward, et ça étape par étape. Maintenant que j'ai fait l'introduction d'usage, comme à chaque fois, également n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec les abonnés, donc n'hésitez pas à le faire par l'occasion. Du coup, une fois que tu as fait tout ça, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec la nouvelle question que je te propose d'aborder et que tu vas certainement recevoir le jour des recrutements. Alors la nouvelle question, c'est: avez-vous postulé dans d'autres compagnies aériennes? Et où iriez-vous si jamais plusieurs compagnies aériennes vous donnaient une réponse positive? Et ça, c'est une question qui arrive assez fréquemment, faut quand même le dire, parce que les recruteurs, ils sont pas bêtes, hein, c'est comme à chaque fois, ils savent très bien, ils ont également été hôtesse de l'air et steward, donc ils savent ce que c'est. Du coup, par rapport à cette question, il y a des axes de réponse. Donc je vous rappelle que les réponses doivent être personnalisées. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit personnel et pas robotisé, parce que sinon le recruteur va directement le voir et ça va vous griller. Du coup, par rapport à la question que je vais vous poser, alors la réponse à ne surtout pas dire, c'est que si vous avez plusieurs réponses positives, c'est que du coup vous iriez dans une autre compagnie aérienne. Alors même si c'est le cas, hein, soyons francs, même si vous savez que vous postulez là mais que idéalement vous aimeriez aller ailleurs, évidemment, la seule et unique compagnie aérienne dans laquelle vous voulez travailler, c'est celle du recruteur et celle pour laquelle vous êtes en train de passer la journée de sélection. C'est pas celle d'à côté, d'accord? Donc là, surtout ne pas répondre l'autre compagnie aérienne. La réponse, c'est oui. Vous pouvez également répondre que oui, effectivement, vous avez postulé dans d'autres compagnies aériennes. Ça sert à rien de mentir, ils sont pas cons, hein, soyons clairs. Mais parce que tout simplement, c'est parce que votre futur, c'est forcément dans un avion et que pour augmenter vos chances, même si la compagnie aérienne du recruteur, c'est votre préféré, vous laissez quand même des portes ouvertes ailleurs si jamais ça ne fonctionne pas avec celle-ci. Vous voyez, vous pouvez retourner la réponse en votre faveur. Et également, l'axe de réponse, c'est que, évidemment, c'est votre compagnie aérienne, c'est celle du recruteur que vous allez choisir. Vous voyez, c'est assez bateau, mais il ne faut pas surtout se planter lorsqu'on répond à ce type de questions. La question suivante que je vous propose d'aborder, c'est la suivante. Avec quel type de personne refuseriez-vous de travailler? Attention, attention, c'est une question qui pique parce que je vous rappelle que le métier d'hôtesse de l'air et steward, c'est un métier qui se fait en équipe. On n'est pas seul dans l'avion, à part si vous êtes dans un jet privé ou alors vraiment dans des tout petits avions. Sinon, vous travaillez forcément avec quelqu'un, et même dans les petits avions, vous avez forcément le pilote, le commandant de bord et le copilote qui seront dans l'équipage. Donc, cette question forcément fait appel à comment vous vous positionnez dans une équipe, comment est-ce que vous travaillez dans une autre équipe. Du coup, pour la réponse à cette question, j'ai différents axes de réponse. Alors, on va directement aller dans ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne faut pas faire. Dans la réponse, il ne faut pas porter de jugement. On rencontre des personnes de milieux totalement différents, avec des origines différentes, des religions différentes, des orientations sexuelles et autres totalement différentes. Donc forcément, vous trouverez forcément quelqu'un qui est à l'opposé de vous. Moi, j'en ai forcément aussi au travail. Il y a des gens qui
voilà, ça passe pas, mais bon, il faut faire avec. Donc, la première chose à ne surtout pas dire et à ne surtout pas faire dans votre réponse, c'est d'émettre un jugement. À la place, vous axez votre réponse sur des éléments positifs. La première, c'est d'expliquer qu'en fait, vous savez vous adapter. C'est la base du travail d'équipe. Donc, vous expliquez comme quoi, effectivement, vous savez qu'il y a des personnes différentes de vous, mais que vous êtes professionnel et que vous savez vous adapter. Également, quelque chose qui fonctionne très très bien dans ce type de réponse, c'est de répondre tout simplement que les différences se rapprochent. Que finalement, être la différence, et ben, comme ça répond en fait à la suite, c'est que les différences enrichissent et rapprochent les gens, au contraire de les éloigner. Alors, c'est complètement bateau comme réponse, mais pourtant, c'est totalement vrai et c'est ça qu'on veut entendre. C'est en fait, vous retournez une nouvelle fois la réponse en votre faveur en disant que, rencontrer des gens qui sont à l'opposé de vous, vous permettront au contraire d'apprendre de nouvelles choses et qu'à ce titre, vous ne refuseriez pas de travailler même avec quelqu'un qui est à l'opposé de vous en termes de connaissances, en termes de rang social, rang entre guillemets, on se comprend, etc., etc. Il faut vraiment toujours tourner la question de manière positive. Autre question que vous pouvez rencontrer, c'est avez-vous déjà fait preuve d'initiative dans un emploi précédent? Alors là également, c'est une question ultra bateau et que vous allez certainement rentrer. Et là, en fait, dans cette question, le but, c'est de créer, d'expliquer du moins une initiative que vous avez prise au travail, qui vous a mis en valeur et vous dites évidemment, alors du coup, vous la préparez si vous mitonnez, mais vous la préparez en avance et c'est une initiative du coup dans laquelle vous ressortez grandi et le résultat est positif. Du coup, dans les éléments de réponse que je vous propose, c'est tout simplement de répondre non, que vous n'avez jamais pris d'initiative. Alors, si jamais vous êtes encore étudiant, étudiante, que vous sortez tout de suite de la scolarité, vous n'avez pas encore d'expérience au niveau emploi, dans ce cas-là, vous pouvez prendre une réponse, par exemple à l'école, du moins, si vous deviez faire un exposé en équipe. Vous pouvez expliquer du coup comme quoi vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience professionnelle, mais que lors d'un exposé, vous avez fait ci et ça et ça. Également, ça peut être au milieu sportif, familial, etc. Du coup, les réponses à ne pas dire, du moins la réponse, c'est que dire non, vous n'avez jamais pris d'initiative. Alors là, autant vous dire que c'est pas bon. Les axes de réponse, c'est que votre histoire, comme je vous le disais, doit montrer votre capacité à résoudre des problèmes, car en fait, au quotidien, lorsqu'on est hôtesse de l'air et steward, on doit résoudre des problèmes, même si c'est pas forcément des problèmes existentiels. Il faut quand même savoir y répondre. Également, dans votre réponse, il faut intégrer la notion de travail d'équipe, c'est-à-dire que dans votre prise d'initiative, vous avez réussi à apporter, à emmener avec vous du moins vos camarades de classe ou alors vos collègues si c'est au travail. Et enfin, comme je vous le disais également juste avant, c'est que votre anecdote, votre initiative doit se terminer sur une note positive et vous mettre en valeur. Par exemple, alors un exemple. Vous êtes vendeur, vendeuse dans une enseigne de prêt-à-porter. Vous avez vu par exemple qu'un rayon était mal fait, mal mis les vêtements en bazar. L'initiative, c'est que vous êtes allé voir vos collègues en disant, tu sais quoi, le rayon, il est pas top, il met pas en valeur nos produits. Je vous propose de refaire le rayon ensemble. Est-ce que ça vous va? Oui, les collègues acceptent. Vous refaites le rayon et puis à la fin, le rayon, il est refait comme neuf. Cela a permis d'augmenter les ventes et ça a apporté du coup une satisfaction clientèle. Vous voyez, c'est vraiment une histoire, mais bateau, mais qui en fait montre que vous avez vu un problème, vous avez pris une initiative positive et qu'à la fin, le résultat est bien et que vos collègues sont satisfaits ainsi que vos clients et forcément indirectement votre supérieur hiérarchique, donc votre chef de cabine par exemple, ou alors dans les bureaux. Donc c'est une question toute bête, mais dans laquelle il faut réussir à avoir ce cheminement. Avant-dernière question que je vous propose d'aborder dans cet épisode, c'est comment expliquez-vous votre longue période sans emploi dans votre CV, dans votre curriculum vitae? Si vous êtes étudiant,
ça va pas trop poser de problème, hein. Vous êtes en études, donc forcément votre CV, il n'y a pas forcément normalement de trou. Si vous êtes employé depuis un moment et que vous avez un CV avec un trou ou plusieurs trous avec des périodes de longue durée, ça peut arriver. Et là, pareil, il y a des réponses à dire et à ne pas dire. La première chose à ne pas dire, c'est tout simplement, ou à ne pas faire du moins, c'est de mentir. Alors ne mentez pas sur vos CV. On est en 2023, on est à l'heure de ChatGPT, on est à l'heure de Google, d'Internet, de tout ce que vous voulez. Et vérifier qu'un candidat vous ment sur son CV, c'est ultra simple. Alors surtout, ne mentez pas. Également, par rapport à cette question, n'essayez pas de cacher le trou dans votre CV et de vous retrouver du coup coincé lors de votre entretien d'embauche. Par exemple, d'essayer de combler avec une fausse expérience professionnelle, ça marche pas. Parce qu'en plus, si jamais ça passe le jour de l'entretien, vous allez carrément vous faire planter après lors de l'embauche, parce qu'en fait vous allez devoir réussir à prouver votre historique, votre passé, afin d'avoir les agréments, la carte aéroportuaire pour vous donner accès au côté du moins sécurisé de l'aéroport. Si je prends mon cas personnel, lorsque j'ai été embauché à l'époque, et aujourd'hui c'est toujours le cas pour les collègues qui sont embauchés dans ma compagnie aérienne, on doit prouver les 5 dernières années de notre vie, jour après jour. Alors quand on est étudiant, c'est rapide, il suffit d'aller voir à l'école et nous donne un certificat, mais lorsqu'on a enchaîné des employeurs, comme c'était le cas à l'époque pour moi, je peux vous garantir que c'est très très compliqué. Alors si d'un coup vous mettez à mentir sur votre CV, à dire des formations que vous n'avez pas eues, que l'organisme s'en rend compte, votre compagnie aérienne s'en rend compte, et il va dire, tu sais quoi, ce candidat, en fait, il nous ment. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, il nous cache d'autres choses et que vous n'aurez jamais votre agrémentation. Donc, surtout, ne mentez pas et ne cachez pas un trou dans votre CV. Au contraire, et c'est là où on va venir côté positif, c'est d'expliquer que vous n'êtes pas resté à rien faire. Peut-être que vous êtes parti en voyage découvrir d'autres cultures, donc c'est quelque chose de positif. Peut-être qu'au contraire, du moins que vous avez eu un enfant et que vous êtes mis en congé maternité, paternité pour élever votre enfant. Et comme je vous l'ai dit, comme dans la réponse que je vous donne, c'est que à chaque fois, pour chaque trou dans votre CV, en fait, il faut valoriser vos périodes d'inactivité. Donc, ne dites pas que vous n'avez rien fait, mais au contraire, comme je vous l'ai dit, soit vous avez élevé votre enfant, ça explique pourquoi vous avez un trou dans votre CV, et que vous avez élevé votre enfant, que c'est extrêmement positif. Au contraire, vous avez peut-être voyagé à travers le monde et que du coup, ça vous a apporté une ouverture sur la culture des gens, amélioré votre anglais, etc., etc. Essayez de valoriser votre absence dans le CV au lieu de dire j'ai rien fait, je suis resté devant Netflix, je me suis raclé avec les biens sociaux entre guillemets. Non, ça va pas. On veut montrer que vous voulez du moins montrer que vous avez du positif dans l'absence d'éléments professionnels dans votre CV. Donc surtout, comme je vous l'ai dit, ne mentez pas. Au contraire, valorisez le mieux possible, le plus possible ce trou de période dans votre curriculum vitae. Donc surtout, préparez bien toujours en avance. Enfin, dernière question que je vous propose de poser, et là, c'est la toute dernière question que vous allez forcément avoir, c'est: avez-vous des questions à me poser? C'est le recruteur qui vous pose la question, parce que vous, en tant que candidat, vous avez des questions à me poser à moi en tant que recruteur. Les choses à ne pas répondre, c'est te dire que non, vous n'avez pas de questions. Non. Même si il faut forcément poser une question. Ce qu'il ne faut pas dire, c'est de ne pas poser une question dont vous avez la réponse durant les recrutements. C'est-à-dire que si on vous donne le salaire, par exemple, alors c'est une question qu'il ne faut pas poser, mais si jamais on vous parle du salaire durant les recrutements et que du coup, avez-vous une question posée? Oui, on est payé combien? Autant vous dire que c'est pas la bonne question qu'il faut poser. Au contraire, vous dites oui, j'ai encore des questions à poser, ça montre votre motivation. Et à ce moment-là, vous posez une ou deux questions pertinentes, même si vous connaissez déjà la réponse. Mais évidemment, la réponse qui n'a pas été abordée durant le recrutement, ça montre comme quoi vous vous intéressez à la compagnie aérienne et que vous êtes motivé
à intégrer la compagnie comme hôtesse de l'air et steward. Je vous rappelle que c'est la toute dernière étape avant de signer votre CDD, votre CDI d'hôtesse de l'air et steward. Donc, il faut vraiment préparer les recrutements. Je vous rappelle, les recrutements d'hôtesse de l'air et de steward, ça se prépare en avance. Le mental est ultra important. Il faut vraiment avoir un mental d'acier parce que vous allez arriver le jour de recrutement. Vous allez rencontrer des dizaines de candidats plus motivés les uns que les autres, avec certains qui vont certainement avoir plus d'expérience que vous. Et pour autant, ça sera votre rôle de montrer que vous êtes mieux que celui ou celle d'à côté. Si je prends le cas de ma compagnie aérienne, au bout de 3 ans, dans ma base, on recommence à recruter. Et en fait, les recruteurs ont tellement peur de l'assaut sur le site internet qu'ils ne laissent la candidature que 2 jours, la possibilité de candidater en ligne simplement que 48 heures parce qu'ils savent par avance qu'ils vont avoir des centaines et des centaines de réponses. Donc, c'est pour ça que le jour des recrutements, il n'y a pas de potes qui tiennent. Si c'est vous ou celui d'à côté, il faut que ce soit vous qui êtes choisi et pas le candidat d'à côté. Évidemment, ça ne vous empêche pas d'être sympathique, mais il faut vraiment que ce soit vous à la fin qui êtes choisi. D'où l'importance que je vous donne là aujourd'hui, les questions et des axes de réponse. Également, n'hésitez pas à revoir l'épisode précédent si vous n'avez pas vu les premières questions. Donc, il y en a également 5 dans le premier épisode et 5 dans le second épisode. Ça vous laisse quand même pas mal de marge de manœuvre pour vous entraîner à la maison et vous préparer à ces questions. Et on arrive du coup à la fin de cette deuxième partie. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, une nouvelle fois, on lâche un pouce s'il vous plaît. Ça aide énormément au référencement et moi, ça me fait par l'occasion énormément plaisir. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée et d'ici là, portez-vous bien.